L'autre jour, je faisais tourner ma playlist en aléatoire et je suis retombé sur l'un de mes morceaux préférés de Kendrick Lamar. Un morceau sorti sur son premier album, Section 80, qui s'appelle Ronald Reagan Era. Kendrick s'y décrit comme un crack baby né dans les années 80 au cœur d'une côte ouest ravagée par les gangs, la violence policière et surtout la toxicomanie. Au départ, ça m'a donné envie de vous en faire une vidéo plutôt simple dans laquelle je vous raconte l'ère Reagan et surtout comment elle a façonné l'identité unique de la scène West Coast. Mais en creusant, mon enquête m'a mené beaucoup plus loin. Et j'y ai découvert des implications beaucoup plus sombres. Derrière la naissance de la plus grande dynastie du gangsta rap dont Kendrick est l'héritier direct, se cache en réalité une affaire géopolitique complexe. Une épidémie de crack d'une ampleur inédite, un des plus grands réseaux de trafic de drogue de l'histoire des États-Unis, une guerre secrète en Amérique centrale soutenue par l'administration Reagan et même un journaliste qu'on a tout fait pour discréditer. Tout ça m'a donc amené à explorer plusieurs questions. Déjà, comment la guerre contre la drogue menée par Reagan dans les années 80 a-t-elle pu influencer à ce point la situation de la côte ouest? Pourquoi certains éléments clés de cette époque ont-ils été tenus à l'écart du récit officiel? Et surtout, comment les conséquences de cette ère sont devenues le terreau de la scène rap la plus importante des États-Unis? Aujourd'hui, installez-vous parce que nous allons nous pencher sur les liens troubles entre la CIA et la scène rap de la West Coast. Nous sommes en 1982 dans la ville de Compton, dans le comté de Los Angeles. Il y a à peine 10 ans, cette ville était encore une ville active, composée d'une communauté essentiellement afro-américaine de classe moyenne, mais ce souvenir est désormais bien loin. La ville dynamique dans laquelle des milliers de familles vivaient a changé radicalement. Les parkings sont vides, les usines ferment, les commerces disparaissent et des familles entières quittent la ville. La cause derrière tout ça, elle est simple. Les grands industriels de la région ont décidé de délocaliser leur production pour réduire les coûts de la main-d'œuvre. Résultat, plus de 600 000 emplois disparaissent dans le comté de Los Angeles. Rien que dans le quartier de South Central, par exemple, en 3 petites années, c'est 70 000 emplois qui vont disparaître. Mais même si certains ont quitté la région, eh bien d'autres n'ont pas forcément eu l'occasion de partir de cette désolation. Cette désindustrialisation a fait exploser le chômage et la pauvreté s'installe, l'ennui devient quotidien, donc dans ce vide économique, l'économie parallèle apparaît comme une issue. Les vols se multiplient de plus en plus, les gangs recrutent des jeunes sans emploi qui traînent dans les rues et le deal se normalise jusqu'à devenir un véritable mode de vie. Les dealers à Los Angeles n'ont pas d'horaire, pas de règles, c'est la hustle culture qui s'applique à l'illégalité. Et au centre de tout ça, il y a un son. Un son qu'on entend partout dans les rues, le hip-hop. Inspiré par la scène de New York et en particulier par l'album The Message de Grandmaster Flash, les jeunes de la côte ouest racontent à leur tour leur quotidien pour tuer le temps. À ce moment-là, faut bien se dire que le rap n'est ni une ambition de carrière, ni un exutoire conscientisé. C'est tout simplement leur compagnon de labeur. Mais dans tout ça, depuis quelques années, il y a un petit caillou blanc qui a tout changé. Ce petit caillou, on l'appelle le crack et c'est un dérivé de la cocaïne aux effets courts, violents et surtout extrêmement addictifs. Et ça tombe bien parce que plus il y a d'addicts, plus l'argent circule et donc plus les gangs ont de fric à se faire. Par contre, le prix à payer derrière tout ça, il reste immense. Les crack houses deviennent alors progressivement des zones de guerre, les gangs s'affrontent pour des spots de deal et la violence devient quotidienne. En 10 ans, Compton est passé d'une ville de classe moyenne à l'un des endroits les plus violents des États-Unis. À ce stade, le gouvernement ne peut plus détourner le regard, il va devoir intervenir. Mais sans le savoir encore, il va finir par empirer drastiquement la situation. Durant l'année 1981, un nouveau président des États-Unis arrive au pouvoir, le célèbre conservateur Ronald Reagan. Il relance alors la politique de la War on Drugs, un mouvement ultra répressif contre les dealers et les consommateurs. Now we need your support again. Drugs are menacing our society. They're threatening our values and undercutting our institutions. They're killing our children.
En 4 ans, le budget alloué à cette guerre passe alors de 8 millions à 95 millions de dollars. La répression s'intensifie, mais dans le même temps, les budgets pour l'éducation, la santé ou encore l'emploi chutent très rapidement. Ainsi, des quartiers comme South Central ou Compton deviennent des zones où la lutte contre la criminalité se transforme petit à petit en guerre opposant la police à la population locale. Que ce soit les dealers, les addicts, mais aussi des simples habitants afro-américains sans lien avec le trafic, tous vont subir une répression policière massive et brutale. Et tout ça pour quel résultat concret à la fin ? Pas grand-chose. De plus en plus de gens sont en prison, de plus en plus de casiers judiciaires sont ouverts, de plus en plus de familles sont brisées par cette situation, sauf que en contrepartie, l'État n'a pas de plan de réintégration pour les populations là-bas. Aucune alternative de vie légale est proposée. D'un côté, l'État empêche les habitants de survivre via l'illégal, mais de l'autre côté, il ne leur offre aucune autre issue réelle. C'est donc dans ce climat que le hip-hop a changé profondément. Ce qui accompagnait le quotidien devient alors un journal de bord, un moyen de documenter l'époque. Les MC se mettent à raconter leur paranoïa policière, les contrôles constants, la sensation que tout Afro-Américain est devenu un suspect potentiel, et cette colère, elle débouche sur un morceau devenu mythique. Un ras-le-bol collectif mis en musique parce que ces rappeurs ont compris une chose essentielle. L'État en réalité ne traite pas la cause de l'épidémie de crack, il ne s'attaque qu'à ses conséquences. Et si l'État fait le choix de ne pas s'attaquer aux causes, c'est en grande partie parce qu'il en fait partie lui-même. Pendant que Los Angeles s'embrase au début des années 80, loin de ses quartiers, autre chose de plus profond se joue. Depuis l'année 1979, le Nicaragua est passé sous le contrôle d'un gouvernement socialiste qui se font appeler les Sandinistes. Le problème, c'est que nous sommes à cette époque en pleine guerre froide. Pour Reagan et la CIA, ce nouveau régime au Nicaragua représente donc un risque d'alignement avec Cuba et avec leur ennemi de toujours, l'Union soviétique. Et pour régler ce problème, une solution existe. Cette solution, il s'appelle les Contras et c'est un groupe de contre-révolutionnaires soutenu en sous-main par la CIA elle-même et qui est bien décidé à entrer en guerre contre les Sandinistes. Alors officiellement, le Congrès américain refuse de financer une guerre civile de cette envergure. Mais dans les faits, l'administration Reagan n'en fait qu'à sa tête et contourne l'interdiction. C'est le début d'un des plus grands scandales politiques des États-Unis, l'affaire Iran-Contra. Une affaire de vente illégale d'armes américaines à l'Iran dont une partie des fonds finance secrètement l'armée des Contras au Nicaragua. Et là je sais ce que vous vous dites, mais quel est le rapport avec le rap West Coast dans tout ça ? Eh bien rassurez-vous parce qu'on y arrive. Parce que cette affaire de vente illégale d'armes, ce n'est pas la seule source de financement de l'armée des Contras. Dans l'ombre de tout ça, certains soutiens importants des Contras développent de leur côté d'autres activités très lucratives. Et parmi eux, celui qui est sans doute le plus important, c'est un certain Oscar Danilo Blandón. Proche de ces réseaux d'opposition au sandinisme, Blandón organise un trafic de masse de cocaïne. Une cocaïne qu'il écoule en majeure partie, vous l'avez compris, en Californie. Et donc vous vous souvenez de ce petit caillou blanc dont on parlait tout à l'heure ? Eh bien rappelez-vous que justement le crack n'est rien d'autre qu'un dérivé de cette même cocaïne. Au début des années 80, Blandón s'allie donc à un baron de la coke déjà installé dans le comté du nom de Norwin Meneses. Et ce duo au début des années 80 devient rapidement un fournisseur majeur de cocaïne pour les dealers de Los Angeles. Mais dans tout ça, le pire est encore à venir. Parce que Blandón et Meneses l'ignorent encore, mais ils s'apprêtent ensemble à donner naissance à un véritable roi du crack. Freeway, de son vrai nom Rick Ross, va créer, grâce à son association avec Blandón, un empire de la drogue tristement célèbre. Rick Ross récupère la cocaïne de Blandón pour la faire bouillir avec de l'eau et du bicarbonate de soude et en faire du crack pur. Il récupère tous ces petits cailloux blancs et devient alors le leader d'un nouveau marché en pleine expansion à Los Angeles, le fameux marché du crack. Après l'ascension de Freeway, son réseau inonde les quartiers, la toxicomanie explose et donc par la suite, les guerres de gangs s'intensifient. Selon le livre Dark Alliance du journaliste Gary Webb, la CIA avait déjà bel et bien été alertée à plusieurs reprises de cette situation. Il connaissait les liens entre les réseaux pro-Contras et le narcotrafic de Californie,
Mais ils ont choisi de laisser faire. Et tout ça en étant absolument conscients des conséquences de l'épidémie de crack avec les morts, les toxicomanes et la guerre de gang. En réalité, derrière tout ça, la CIA et l'administration Reagan n'a pas fait que faire de l'oppression sur les consommateurs et les dealers. Ils ont aussi laissé des quartiers entiers se faire dévaster par le crack et les gangs, tout ça pour financer à distance une guerre secrète contre le communisme au fin fond de l'Amérique centrale. Donc pendant que le gouvernement Reagan se targuait d'être soi-disant en guerre contre les stupes, il fermait volontairement les yeux sur des réseaux qui n'ont fait qu'aggraver la situation. C'est au milieu de tout ça que surgissent des figures devenues mythiques comme Ice-T ou encore le groupe NWA. Leur rap s'adapte alors pour devenir le reflet exact du climat local, sulfureux, violent et frontal. Un sous-genre qu'on appellera justement plus tard le gangsta rap, mais que certains artistes de l'époque préfèrent encore nommer le reality rap. Parce que concrètement, ces jeunes ne racontent rien d'autre que ce qu'ils voient et ce qu'ils vivent. La vie au milieu des gangs, de la police et de la peur permanente. Aujourd'hui, on a parfois tendance à réduire le gangsta rap à une posture fantasmée, un espèce de spectacle d'ego trip pensé avant tout pour le divertissement. Mais à l'origine, le rap West Coast, ce n'est pas là pour faire rêver, bien au contraire. C'est un mouvement profondément social et politique qui est né d'un constat simple. Quelque chose ne tourne pas rond. Des noms comme Eazy-E, Dr. Dre, Ice Cube, Ice-T et les autres sentent qu'ils sont coincés dans un phénomène qui les dépasse. Le rap West Coast des années 80 ne racontait pas un fantasme, il racontait un cauchemar réel. Et paradoxalement, les héritiers de cette scène deviendront certains des plus grands noms de l'histoire du hip-hop, dont un en particulier qui incarne encore aujourd'hui cette défiance radicale envers le pouvoir. Un artiste qui, toute sa vie, n'a jamais cessé de répéter que le plus grand gang du pays n'était ni les Crips, ni les Bloods, mais bien l'État américain lui-même. I think gangs can be positive. It just has to be organized and it has to steer away from being self-destructive to being self-productive. I think this country was built on gangs. You know, I think this country still is run on gangs. Republicans, Democrats, the police department, the FBI, the CIA, those are gangs. Somebody bomb a school and all these people get killed, so the United States feel like, ooh, that's messed up, we gotta go show them who's the real killers. That's the same mentality these gangsters get. You know what I mean? So until they stop that mentality, we won't stop. Or they won't stop. Because they watch this country to see what they do. America is the biggest gang in the world.